1145, 1248. Alors pourquoi 1248? Parce qu'en 1248, la perte d'Anduze est complètement consommée par la famille d'Anduze. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit monétaire. Ils l'ont vendu, et certains auteurs, en particulier le plus important, Émile Caron, qui a fait un article très important sur le monnayage de Roquefeuille au XIXe siècle, établit cette date entre 1226 et 1248. La perte pouvant intervenir en 1226, alors pourquoi 1226? Parce qu'en 1226, Bernard, ou Bernard VII, prête hommage au roi, qui à l'époque est encore Louis VIII et pas Saint-Louis, c'est juste au moment, parce qu'il vient de perdre une première guerre. Il a perdu une première guerre contre le roi, il était allié au comte de Toulouse, et nous sommes en pleine croisade, deuxième phase de croisade contre les Albigeois. D'ailleurs, c'est plus la croisade contre les Albigeois, c'est la croisade contre le comte de Toulouse. Le comte de Toulouse est considéré comme félon, Raymond VII a succédé à son père, et en fin de compte, il va mener une guerre qui va durer pratiquement 20 ans. Et Raymond VII, il ne faut pas l'oublier, était le beau-frère de Bernard. Vous vous rappelez tout à l'heure, Philippe nous a parlé en introduction de cette famille d'Anduze qui était vraiment importante. Aujourd'hui, quand on regarde Anduze et Toulouse, il n'y a pas photo, hein, je suis désolé. Mais à cette époque-là, au XIIIe siècle, la famille d'Anduze est une famille extrêmement importante. Elle a, par ses mariages, par ses pariages, c'est-à-dire les terres qu'elle détient, soit seule, soit en association, elle est l'une des familles les plus puissantes du Languedoc, et ce n'est pas un vain mot. Et donc notre Bernard va louvoyer entre 1226 et 1248 pour essayer de conserver ou de reconquérir ces terres. Simplement, c'est aussi une période où le pouvoir royal s'affirme et où, en fin de compte, le pouvoir royal, lui, tient à récupérer. Or, on a l'impression de guéguerre intestine, de guéguerre entre ces seigneurs du Nord qui sont venus imposer leurs lois aux seigneurs du Sud, mais c'est aussi une guerre économique, car à chaque fois, c'est la domination de terres, de châteaux, de modifications et surtout d'argent. Donc, finalement, Bernard perd ses droits monétaires en 1248. Nous avons une autre date qui est très importante, c'est la famille de Roquefeuille. La famille de Roquefeuille, le seigneur de Roquefeuille n'a pas de garçon, il n'a qu'une fille, et cette fille va épouser le seigneur de Rodez en 1239. Et donc, l'héritage de Roquefeuille passe dans la famille de Rodez. Ce qui veut dire qu'au maximum, les monnaies OR, dit Raymondin ou rocafoliance, ont été frappées entre 1169 et 1239. D'accord? Donc voilà où on en est. Mais on a déjà une chronologie plus resserrée que ce que nous avions au départ, qui était 1145-1248. Et en réalité, on pense que les Bernardins et les Raymondins de Roquefeuille, ont été frappés en même temps. Vraisemblablement à la fin du règne de la famille de Roquefeuille, c'est-à-dire, grosso modo, avant 1226, puisque le seigneur de Roquefeuille meurt en 1226. Et que le monnayage d'Anduze ne pourrait pas commencer avant 1180. Nous aurions donc une chronologie extrêmement resserrée sur une cinquantaine d'années. Alors maintenant, les types. Pourquoi premier et deuxième type? Et comment on fait pour les classer? Aujourd'hui, la tendance est plutôt de dire que le premier type, c'est la croix ancrée, c'est celui-là, et que le deuxième type, c'est la croix cercelée. Alors le seul problème, c'est que le denier à la croix cercelée est souvent léger, plus petit module, et semble de moins bon argent. Alors pourquoi de moins bon argent? Parce qu'il est plus gris, plus noir. Les monnaies semblent de moins bonne qualité que les deuxièmes types. Donc on pourrait avoir un monnayage qui commencerait vers 1190, 80-90 et qui se terminerait 1226, 1248, date maximum, ce qu'on appelle un terminus posquem. Simplement, dans quel ordre? Et puis si on est en 1190, Bernard II, il n'a plus rien à voir. Vous vous rappelez Bernard II, le fameux, le frère de Bertrand, qui régnait de 1145 à 1164. Tout simplement, ces monnaies seraient donc frappées au même moment à cause de la croix ancrée et du texte de 1265 qui nous dit que les Bernardins et les Raymondins étaient frappés dans le même atelier. Alors quel atelier? C'est là l'important. On revient à l'atelier de Sommières. L'atelier de Sommières, donc, qui se trouve dans le sud
du département, au sud d'Anduze, alors que pendant très longtemps, le monnayage d'Anduze a été attribué à la ville d'Anduze. On évoquait tout à l'heure en discussion privée la rue de la Monnaie, qui n'a certainement rien à voir avec le monnayage d'Anduze au Moyen-Âge. Pourquoi l'atelier de Sommières? Tout simplement parce que la charte de 1265 nous dit que les monnaies ont été frappées là. Raymondin et Bernardin. Donc les deux familles de Roquefeuille et d'Anduze auraient eu un atelier commun. Et il est peu probable, puisque nous avons le même type de croix, que les monnaies aient été frappées à beaucoup de différences. Donc nous pourrions avoir une chronologie resserrée de grosso modo touchant au troisième quart du XIIe siècle et au premier quart du XIIIe siècle pour le monnayage d'Anduze. Maintenant, reste à évacuer le problème du premier et deuxième type. Pourquoi mettre la croix cercelée en premier plutôt qu'en second? La croix cercelée est une croix aragonaise, d'inspiration donc espagnole, qui montrerait une influence plutôt donc espagnole, enfin catalane, pas espagnole, catalane, et serait liée peut-être aux croisades, ce qui impliquerait donc une apparition plus ancienne, alors que le deuxième type, avec la croix ancrée, lui, serait mieux daté, puisqu'en correspondance avec la famille de Roquefeuille. C'est l'hypothèse de travail que je vous propose pour l'instant. C'était l'hypothèse que émettait déjà Tobiensen Duby au XVIIIe siècle, en 1790. Mais elle avait été battue en brèche, et jusqu'il y a 20 ans, on inversait les croix. C'est-à-dire qu'on mettait la deuxième croix, ce type-là, en premier, avant la croix cercelée. Ça va mieux. En tout cas pour moi. Maintenant, que nous apprennent, on a vu plusieurs choses. On a vu l'atelier, on a vu le droit, on a vu où ça se passait, on a vu avec qui. Reste à voir quelle est la diffusion de ces monnaies. Est-ce qu'elles circulent et où? On a très peu de trouvailles. Alors déjà, premièrement, là, il faudrait faire un petit... C'est très important. Les trouvailles, que ce soit un trésor ou une monnaie isolée, nous donnent des informations. Nous apprennent des informations sur la monnaie. En plus, si on a un trésor, elle va être comparée avec d'autres monnaies et va nous permettre de tirer des enseignements ou des conséquences. Les trésors de monnaie médiévale sont extrêmement rares. Alors non pas rares aujourd'hui, mais rares parce qu'ils ne sont pas déclarés. Il reste un très gros travail à faire comme en Angleterre ou en Allemagne, où les gens sont beaucoup plus civiques. Qu'est-ce qui se passe en France? Tout simplement, je vous rappelle que la loi qui régit la déclaration des trésors, c'est le Code civil, l'article 741 du Code pénal, qui dit que la monnaie doit être, un trésor doit être trouvé de façon non intentionnelle, et qu'il appartient pour moitié à celui qui le découvre, et pour moitié à celui qui est propriétaire du terrain, ce qui est donc hérité directement du Code civil de 1804. Simplement, cette loi a été confirmée par deux autres décrets, l'un en 1992 et l'autre en 1999, sur les trouvailles qui sont faites aujourd'hui de façon intentionnelle, puisqu'elles sont faites avec l'aide de détecteurs de métaux. Le problème en France, c'est que la vente des détecteurs de métaux est libre, mais leur utilisation est normalement interdite, ou du moins tellement réglementée que c'est comme si elle était interdite. Simplement, nous sommes un pays latin, et où tout ce qui est interdit, on aime bien en général braver. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des monnaies qui sont découvertes ne sont plus déclarées. Alors, quand c'est un très gros trésor, ou que c'est fait en fouille programmée ou obligatoire, là, le travail se fait normalement par des archéologues, et là, c'est respecté. Mais en général, quand on fait une fouille programmée, c'est qu'on a quelque chose qu'on a découvert en creusant un sous-sol pour construire un parking ou pour autre chose. Mais en général, ce sont des fouilles d'urgence. Et les monnaies, passez ma impression, c'est pas ce qui se voit le mieux, et c'est pas, on n'a souvent pas le temps. On va sauver d'abord les pierres, ce qui est important, la verrerie, ce qu'on va pouvoir trouver. La monnaie, c'est quand on a le temps. Sauf si on a des fouilles plus importantes. Donc ce qui se passe, c'est que la plupart de nos trésors datent du 19e siècle. Nos bouquins datent du 19e siècle, et nos trouvailles datent du 19e siècle. Ça veut dire alors comment on fait? L'avantage, c'est que nous avons quand même des publications au 20e siècle. Les gens ne se sont pas arrêtés de travailler, il y a des archéologues. Mais simplement, nous allons avoir peu de trésors. Nous allons avoir beaucoup de monnaies de fouilles. Une monnaie de fouille, quelle est la différence? Quand on a un trésor, c'est qu'on a souvent un pot, il est trouvé à un endroit, il contenait un certain nombre de monnaies. Les monnaies de fouille, elles vont être dispersées sur un grand terrain. Et on va les étudier d'autant mieux qu'on va faire ce qu'on appelle un carottage, c'est-à-dire qu'on va faire une coupe systématique